Oui, moi aussi vous dire ma joie d'être avec vous et également avec Pierre Chaillan et Pierre Rosanvallon. Bon, sur la question de l'égalité, effectivement, elle est clé quand on se souvient de la définition tocquevillienne de la démocratie. Il dit, voilà, la démocratie, c'est une dynamique d'égalitarisation des conditions. Et à partir du moment où il le dit, il pense que c'est providentiel, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir un autre destin pour l'histoire de la démocratie locale et puis même au-delà pour l'histoire mondiale que cette forme d'égalitarisation des conditions. Nous sommes rentrés aujourd'hui depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années dans une nouvelle dynamique historique d'inégalitarisation des conditions. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez délirant de cette inversion d'une dynamique historique qui ne touche pas simplement la France, qui touche le monde en règle générale. Lorsque Orwell parlait de la corruption, il donnait deux définitions possibles, en tout cas de la corruption. La première, c'était effectivement qu'un État est corrompu lorsqu'on n'arrive plus à nommer les choses, lorsqu'on ne peut pas nommer les choses, parce que si on les nomme, on est soit dans un phénomène de censure, ça c'est le cas le plus simple, soit on est mis en danger pour la vérité que l'on est en train de dénoncer. Ça c'était un premier niveau de corruption. Et il y avait un niveau de corruption plus terrible encore qui était celui-ci, à savoir que nommer les choses ne servait à rien. Voilà. Dénoncer les inégalités ne sert à rien. Aujourd'hui, vous avez le FMI en tête, qui n'est pas l'institution la plus communiste qui soit, le FMI en tête qui explique, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que 80 personnes, de manière statisticienne, détiennent la richesse de 3,5 milliards de personnes. Et c'est une information qui ne fait rien. Voilà, nous sommes dans une démocratie qui normalement tourne autour de la performativité du langage, de la parole publique, et cette parole ne change rien. Le fait qu'elle soit dite comme information ne vient rien bousculer comme événement historique. Ça, c'est aussi un niveau de corruption totale. Donc, effectivement, nous savons, nous, que, et ce sont des mots, tout ça, des mots pour dire la même chose. Effectivement, on a scindé, et on ne les scinde pas, la vérité de la déclaration de 48, c'est pas simplement l'universalité des droits, c'est l'indivisibilité des droits. Lorsqu'on parle de liberté, on sait très bien qu'immédiatement, il faut la coller à l'égalité pour vérifier sa concrétude, parce que sinon, on est dans du pur déclaratif. Bon. Donc l'état social n'est pas à opposer à l'état de droit. Notre histoire, nous le savons très bien, notre histoire, c'est que précisément pour parachever l'état de droit, pour faire que cet état de droit ne soit pas simplement principiel, déclaratif, nous lui avons accolé son autre lui-même, à savoir l'état social. Et que cet état social vient parachever un état de droit. Aujourd'hui, nous avons encore un autre mot, mais qui dit la même histoire. On parle plus tellement d'égalité de droit ou d'égalité des chances, on parle d'égalité des capacités. Vous avez cité Amartya Sen, c'est les théories de Nussbaum, de Sen, de Stiglitz, d'Ostrom, qui considèrent que, voilà, aujourd'hui, nous devons absolument rentrer dans une démocratie capacitaire. Mais c'est la même histoire, on dit la même chose différemment, parce qu'on a affronté un écart entre les principes et les pratiques qui est tellement fort que sans cesse on essaye de réinvestir autrement les mots pour qu'ils donnent plus de performativité. Qu'est-ce que la capacité par rapport à l'égalité des chances ou par rapport à l'égalité des droits? Je donne l'exemple d'Amartya Sen parce qu'il est très parlant. Égalité des droits, j'ai droit à un vélo. Fort bien. Est-ce que j'ai un vélo? C'est une autre histoire. J'ai un vélo, ce sera l'égalité des chances, c'est-à-dire que le système public autour de moi a créé une espèce d'allocation qui fait que ceux qui ne peuvent pas avoir le dit vélo auquel ils ont droit l'ont. Et donc c'est une égalité des chances. Mais est-ce que je sais en faire du vélo? Ah, ça c'est une égalité capacitaire. Alors donc ça veut dire qu'éventuellement à côté de l'outil, certes j'ai eu l'outil, mais l'appropriation de l'outil, qui m'enseigne cela? Qui me transmet cela? À un professeur, mais ça veut dire que c'est du temps, c'est une personne à mes côtés. Fort bien. Mais après, qu'est-ce que je fais avec ce vélo?
Je deviens cycliste, diront certains, certes, mais non. Amartya Sen va plus loin en disant non, avec ce vélo, j'invente ma vie. C'est-à-dire que grâce à ce vélo, je vais aller trouver un travail. Grâce à ce vélo, je vais aller trouver l'amour de ma vie. J'ai une vision profondément romantique, vous voyez, du vélo. Mais, bon. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la démocratie capacitaire, c'est cette volonté de transformer une ressource matérielle, purement matérielle, un outil, en ressource existentielle. Et c'est ça l'égalité. L'égalité, c'est comment ma vie à moi, tout d'un coup, en se saisissant des ressources communes qui sont à disposition, je viens inventer, bien évidemment, ma vie, mais aussi une part du récit commun. Et c'est ça, quand j'ai voulu parler d'irremplaçabilité, c'était ça. C'est-à-dire que comment nous sommes, vous avez parlé d'autonomie, et c'est sensiblement des choses très connexes, comment j'invente une égalité d'engagement qui fait que moi aussi je pourrais non seulement inventer ma vie, mais participer de l'histoire commune, d'un récit commun. J'ai une citoyenneté capacitaire qui vient réellement transformer l'histoire. Et c'est très important parce que d'une certaine manière, c'est là, dans cette citoyenneté capacitaire, égalitaire, voilà, je pèse sur le débat public, hein, je ne suis pas simplement dans le déclaratif, je viens corriger en fait toutes les inégalités de naissance, parce que par ma capacité d'engagement à un instant T, ici et maintenant, je peux corriger, c'est-à-dire que je suis née avec ce que je suis, mais si dans le cours de ma vie, je peux changer certaines choses, dans ma vie personnelle et dans la vie collective. À ce moment-là, je corrige d'une certaine manière ce qui était hérité et ce qui était défaillant. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est non seulement toute une série de rentes et d'inégalités héritées, mais en plus, nous avons une vie elle-même encadenassée dans une série de vulnérabilités au lieu d'être des processus capacitaires. Vous avez des individus qui sont de plus en plus rendus vulnérables, et bien évidemment cette spirale de vulnérabilité ne fait pas que pendant leur vie ils peuvent changer la donne propre et la donne collective, mais pire, nous sommes rentrés dans un phénomène de déclassement, de paupérisation pour les classes. Alors on dit souvent oui, mais le centre de richesse s'est déplacé ailleurs, dans d'autres pays, voilà, l'Occident, l'État-providence occidental est dans une situation de déclassement, mais c'est pour qu'une autre richesse ailleurs, des classes moyennes, se situe dans d'autres territoires. Mais c'est pas aussi vrai que ça. Vous regardez l'écart des égalités en Chine, par exemple, et vous avez, c'est absolument totalement explosif, et cette volonté de mettre en place une classe moyenne qui serait elle-même le lieu d'un compromis social venant consolider un éventuel état de droit, cette classe sociale moyenne, elle tarde. Elle est essentiellement illusoire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme le système américain a fonctionné, c'est-à-dire le système américain, à un moment donné, a fait après les années 70, après le consensus de Washington, au lieu d'offrir à tous une inconditionnelle sécurité, on a fait un tour de passe-passe en donnant aux plus pauvres la possibilité de consommer à outrance. Et dans ce délire d'hyperconsommation, ils ont cru qu'ils étaient protégés, mais à un moment donné, la crise des subprimes étant, on va dire, la fin de cela, il y a eu un retournement qui était que, bien évidemment, la consommation, le crédit à la consommation n'a jamais protégé personne, même s'il lui donne l'illusion d'être un égal. Ce qui est un sentiment d'égalité, c'est aussi un égal accès à une protection. Donc, quand j'ai voulu parler de cette notion d'irremplaçabilité, c'était une autre manière de faire entendre ce qu'est l'égalité, mais effectivement, ce que n'est pas l'égalitarisme. Et c'est là aussi la difficulté qui est posée, c'est comment nous maintenons la vérité qu'il y a des inégalités justes, et en même temps, comment nous sortons de tout un système de légitimation d'inégalités qui sont, elles, purement arbitraires et qui renvoient à de l'arbitraire. Lorsque vous disiez tout à l'heure, Pierre Rosanvallon, voilà, il faut lutter contre les dépendances, bien sûr, mais en même temps, on peut rajouter un adjectif, c'est les dépendances arbitraires.
puisque l'interdépendance, de fait, la réciprocité, c'est le fait de nous rappeler que nous sommes une société de liens, d'attachement réciproque, mais tout le problème, c'est que la liberté, en fait, notre sentiment par rapport à la liberté, c'est comment je fais pour me protéger d'une inégalité arbitraire et ne pas être sous la domination de l'arbitraire d'autrui. C'est ça la liberté, de ne pas être à la merci de l'arbitraire d'autrui et, quand il y a un phénomène de perversion plus fort, ne pas être à la merci d'un arbitraire légalisé, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde d'arbitraire légalisé. C'est-à-dire qu'on a une dissociation très très forte entre la loi et le contrat. Aujourd'hui, vous avez quantité de contrats, de nouveau léonins. Chaque jour, nous passons contrat pour précisément nous dessaisir de nos droits. L'expérience classique vous êtes tous, pas tous, mais une grande partie d'entre vous, vous avez voulu avoir un compte sur Facebook, sur Google, etc. Et puis là, vous tombez sur une première page, 50 premières pages, bon, personne ne les lit. De toute façon, si on lisait, on ne signerait pas, donc de fait. Et lorsque vous lisez, c'est un contrat léonin classique où vous vous dessaisissez de vos droits. Voilà ce que c'est devenu aujourd'hui le droit dans sa perversion, c'est-à-dire un contrat qui est précisément à l'inverse de l'esprit de la loi, c'est-à-dire la légitimité et pas la légalisation de l'arbitraire et d'un rapport de force qui n'est pas dans notre sens. Donc, irremplaçabilité, tout simplement pour voir comment nous pouvons offrir à chacun, non pas l'individualisme, cet individualisme qui est profondément antinomique d'une société de solidarité, de fraternité, d'égalité, puisque chacun croit que la meilleure façon de se protéger soi-même, c'est son petit intérêt particulier, alors qu'il y a une dialectique bien plus profonde entre les émancipations personnelles et les émancipations collectives. Mais au contraire, comment travailler sur l'individuation et comment voir aujourd'hui que la citoyenneté même est aussi un fruit de cette individuation et non pas la citoyenneté comme le fruit de l'individualisme. C'est nécessairement improbable, c'est quelque chose au contraire qui s'affronte. Donc c'est là la difficulté de qu'est-ce que c'est aujourd'hui le modèle d'une citoyenneté qui à la fois renvoie à cette qualité d'individuation, cette reconnaissance de la singularité du sujet. Nous sommes dans des mondes qui, au contraire, le monde du capital est un monde d'interchangeabilité, d'hyper-remplaçabilité. Moi, quand j'ai voulu faire ce titre « Les irremplaçables », c'était bien évidemment pour faire un sort au mantra manifeste, incessant de « vous êtes remplaçable, vous ne valez rien ». Le capital hyper dérégulé se nourrit de la chosification, de la déshumanisation, de la désingularisation, vous l'appelez comme vous voulez. C'était une vieille lune, mais tout de même dans un processus d'accélération et d'intensification assez considérable à l'heure d'aujourd'hui. Je voyais d'ailleurs, vous connaissez tous ce terme de obsolescence. Nous avons parlé d'innovation, mais nous avons une société d'innovation qui est très particulière. Nous avons une société d'innovation qui est en partie une société d'obsolescence programmée, en grande partie, donc il y a une perversion. Parce que le capital d'aujourd'hui se saisit toujours d'une novlangue qui vient utiliser nos grands idéaux démocratiques, comme disait Axel Honneth, pour précisément les travestir, les pervertir. Parce qu'on vous parle d'autonomie, on vous parle d'individualisme, on vous parle de talent, de singularité, vous le valez bien. Hein, c'est un immense slogan que vous connaissez tous. Hein, et puis finalement, c'est pour vous licencier. Hein, c'est un plan social, et c'est du licenciement. Et pas, bien évidemment, dans des conditions égalitaires. Donc, comment inventer cette dimension agente, participative, réelle de l'individu et voir comment on peut inventer cette citoyenneté moderne où vous avez des liens étroits entre ce qu'est faire sujet au niveau psychanalytique et en même temps ce qu'est un sujet de droit. Lorsque, là encore, dans Les Irremplaçables, j'ai voulu tout simplement
parce que très souvent, ces dernières années, on a, et à juste titre, fait une dénonciation de cette société des individus venus mettre à mal l'état de droit. J'ai essayé de dire, attention, l'individualisme n'est pas la seule manière de recouvrer le sens de ce qu'est un individu. Il y a cette notion d'individuation, et à ce moment-là, il y a un lien matriciel entre souci de soi et souci de l'état de droit. Pour une chose très très simple, c'est que à partir du moment où l'état de droit chosifie les personnes, ce que fait aujourd'hui l'état de droit dans sa version néolibérale, considère que les personnes sont interchangeables, voilà, et que si vous n'êtes pas content, quelqu'un viendra à votre place. Et donc il y a un phénomène de concurrence exacerbée entre les êtres. Qu'est-ce qui se passe quand l'état de droit détruit les personnalités, les singularités que nous sommes? Il ne fait pas que détruire simplement les singularités que nous sommes. Il se détruit lui-même. C'était cette espèce d'aller-retour, de ruban Moebius que je voulais simplement travailler un tout petit peu plus en disant non, c'est pas simplement une atteinte à l'individu, et puis on le change, et puis ça marche quand même. Non, ça sera une atteinte à terme à l'édification de l'état de droit. Pourquoi? Parce que les seuls qui se soucient de la durabilité de l'état de droit, ce sont les sujets bien individués, les sujets qui sont libres. Pourquoi? Parce que vous avez un phénomène très simple ce sont les travaux et d'autres que vous trouvez là aussi chez Axel Honneth, chez Christopher Lasch. Lasch parle d'une formulation que je trouve très juste, du moi assiégé, du moi minimal. C'est-à-dire que quand vous avez un processus de chosification, vous avez en gros deux chemins, psychiquement parlant, pour résister à cette chosification. Vous avez un chemin psychotique, vous vous clivez, vous vous mettez en mode automatique. Voilà, en mode automatique, vous vous clivez, et soit vous avez une petite appétence perverse, et on va dire que vous nagez comme un poisson dans l'eau, toxique, bon. Soit vous êtes en bonne santé psychique, et quand vous êtes en bonne santé psychique, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez malade. C'est le principe, c'est quand vous êtes en bonne santé, vous tombez malade. Dans ce phénomène-là, et à ce moment-là, c'est le burn-out, que vous connaissez tous, c'est le phénomène de dépression, c'est le phénomène plus grave, plus mortifère, d'un passage à l'acte contre soi-même. Donc en gros, si on résume très très rapidement, pardonnez-moi, passage à l'acte contre les autres ou passage à l'acte contre soi-même. Voilà les deux grands territoires qui sont donnés lorsqu'il y a un phénomène de chosification de l'être. Dans l'histoire, ça a été porté, passage à l'acte contre les autres, d'une certaine manière, c'est tous les travaux aussi d'Hannah Arendt. Lorsque Hannah Arendt parle de la banalité du mal, elle renvoie à cette idée que le mal, c'est d'abord un processus de désubjectivation. Je perds du sujet et moi-même j'accompagne cette perte de sujet. C'est Eichmann qui dit « mais j'étais remplaçable, je n'étais qu'un chaînon, qu'un rouage, il n'y avait pas de sujet, ce n'était pas moi, je ne suis pas responsable de cela ». Et Hannah Arendt va essayer de montrer que la justice, c'est toujours, si je reprends ces mots, un processus de resubjectivation. Vous me dites qu'il n'y avait pas du sujet, je vous dis qu'il y avait du sujet. En tout cas, je suis en train de vérifier si, bien sûr, il y avait un phénomène de responsabilité. Ou pas. Bon. Donc, la remplaçabilité, les leçons de la remplaçabilité au niveau historique, nous les connaissons. Les leçons de la remplaçabilité actuelle, nous les connaissons aussi dans ce monde d'interchangeabilité, d'hyper-remplaçabilité. Et quand je parlais tout à l'heure d'obsolescence, je suis allée regarder comment le législateur définissait l'obsolescence, augmenter le taux de remplacement. Je me suis dit, bon, on y est. Augmenter le taux de remplacement, et puis là, ça nous renvoie aux travaux, là aussi, de Gunther Anders sur l'obsolescence de l'homme. Et nous sommes, depuis, voilà, sans cesse, je ne dis pas que c'est nouveau, mais il y a un phénomène qui est moins vu, moins décrypté, plus sans doute magnifié par une certaine novlangue de ce retour de la grande rationalisation qui vient nous mettre à mal. Donc là, si on veut le dire autrement, c'est une métaphore, mais la première institution en démocratie, ce sont les sujets.
c'est la capacité de faire sujet. En démocratie, le souci de soi est un projet politique et il vient précisément revitaliser de manière profonde la question de la réforme, il vient perpétuer, il vient faire que cette histoire de la démocratie, et je volerai le terme à Pierre Rosanvallon pour peut-être dire quelque chose d'autre, mais reste inachevée. Mais dans cette chose fondamentale, c'est la phrase de Jean Kelevitch, ce qui est fait reste à faire. Alors c'est très désagréable quand on est un capitaliste chevronné de voir que, de fait, cette grande histoire symbolique de la liberté, d'une certaine manière, elle est immense et on ne peut pas la clore, mais on peut aussi voir ça de façon profondément positive pour précisément chaque fois réinvestir l'histoire et considérer que l'histoire attend, en tout cas a besoin des individus justement bien individués pour venir la nourrir de façon fondamentale. Alors, dernier point, parce que je ne veux pas non plus moi-même monopoliser, quelques outils, parce qu'il y a des outils. Bien évidemment, et j'abonde vraiment dans le sens, il nous faut sans cesse refonder cette théorie de l'égalité et de considérer que ce n'est pas un terme obsolète. Oui. Mais nous avons des outils aujourd'hui. Nous avons un état de l'art considérable sur qu'est-ce que le revenu minimum citoyen, l'allocation universelle, le revenu à vie. Vous trouvez les termes que vous voulez, mais aujourd'hui, ne serait-ce que par le fait que si vous voulez penser une citoyenneté capacitaire, vous êtes dans l'obligation de modéliser économiquement cette citoyenneté capacitaire. Sinon, on va revenir à cette idée d'un déclaratif. Sur le papier, tout le monde sera citoyen capacitaire, et puis dans la vérité, il y aura ceux qui pourront, et puis ceux qui seront dans une obligation de survie, et donc dans le fait que le travail permet leur survie. Donc il faut scinder ce fait que le travail et la survie, c'est pas la même chose, et à ce moment-là, il y a un revenu qui assure la question de la survie, qui est cumulable avec celui du travail, et qui fait que, bien évidemment, vous pouvez libérer un temps propre, parce que vous savez très bien que le capitalisme dérégulé, c'est une captation du temps propre des êtres, c'est une confiscation de ce temps propre, et ce temps propre, il doit être alloué à ce souci de soi, dans un premier temps, et qui peut ensuite mettre en place un souci de l'état de droit. Aujourd'hui, on vous donne des outils, initiative citoyenne européenne, fort bien, mais qui sait ici faire une initiative citoyenne européenne? Bon, un exemple tout simple. Donc, si nous inventons des outils, nous devons inventer avec l'appropriation de ces outils, et qui dit appropriation de ces outils, dit un coût de l'appropriation de ces outils, et à ce moment-là, dit modélisation économique. Le revenu universel, ça peut être aussi une solution, sachant qu'à chaque fois que l'on dit « mon Dieu, le travail c'est terminé, il n'y a plus de travail », c'est faux. Nous sommes dans un monde où le travail explose, mais l'emploi, le salariat, l'emploi, la stabilisation, la protection, ça non. Mais regardez les personnes qui sont autour de vous, elles cumulent sans cesse. Le travail a fait exploser ces frontières. Donc nous n'allons pas aller vers moins de travail, mais nous allons aller effectivement vers moins d'emplois, moins de statut, mais nous continuerons sans cesse de travailler. Je ne parle même pas du travail dissimulé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes face à un robot, c'est vous qui travaillez, en fait. Ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il est en train de vous raconter. Mais quand tout ce travail qui est passé d'un endroit jusqu'à un autre, c'est ça, là, le tour de passe-passe. L'ubérisation, c'est fantastique. Comment être un hôtel sans avoir d'hôtel ou Airbnb? Comment faire porter par le travailleur l'achat le moyen de production? C'est sa voiture, on ne lui en donne plus, tous les risques, mais en revanche, les bénéfices, non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces outils de désintermédiarisation, nous pouvons très bien utiliser l'innovation et en faire une innovation sociale en disant, bah, tiens, nous allons créer des plateformes qui font ce même travail de désintermédiarisation, mais en revanche, qui protègent le droit de ceux qui travaillent sur ces plateformes. Nous pouvons. Nous ne le faisons pas encore, mais nous allons le faire. Nous allons inventer, parce qu'on ne peut pas simplement rester quoi devant cette spoliation.
C'est aussi éventuellement la possibilité de créer des temps citoyens, de se battre pour que dans les entreprises, les administrations, il y ait des temps citoyens, c'est-à-dire sur le temps collectif payé, un temps est dévoué à votre formation citoyenne. En tout cas, il y a quantité de solutions. Il ne tient qu'à nous aussi d'inventer ces nouveaux outils de régulation démocratique. Encore quelques pistes, mais c'est vraiment minimal. Bien évidemment, alors ça c'est intéressant, vous avez tous entendu parler des commons, de ce grand retour, quand vous parlez aussi de communalité, ce grand retour du fait que pendant très longtemps, l'état de droit, la démocratie, elle s'est basée aussi, elle a été structurée par la question de la propriété. Aujourd'hui, une autre grande question est en train d'émerger, c'est la question de l'inappropriable. Et là aussi, il y a des pistes, c'est les travaux d'Ostrom, c'est tout ce que nous entendons sur les questions de biens publics mondiaux, etc. Mais c'est surtout cette idée que même pour protéger notre propriété, car il ne s'agit pas de faire disparaître la notion de propriété, mais il s'agit de trouver des équilibres beaucoup plus sereins, beaucoup plus protecteurs, encore une fois, des dynamiques collectives et individuelles entre ce qui est propriété et ce qui est inappropriable au sens de ressources communes, essentielles, préservées, alors que là aussi, aujourd'hui, l'inappropriable est plutôt quelque chose qui est en attente d'être approprié. Alors que non, il y a des quantités de ressources naturelles dont nous avons tous besoin, et ces ressources naturelles, nous savons à quel point elles sont co-substantielles au contrat social. Bon, donc, sans parler alors de la dérégulation financière, là aussi, c'est pas pour faire une fleur à la collection que vous dirigez, la vie des idées, donc la République des idées, pardon, la République des idées, mais vous avez alors là, dans cette collection, quantité d'auteurs qui travaillent précisément à lier théorisation et outils pratiques, et je pense notamment à Zuckman, qui a fait tout un travail en disant, voilà, ça suffit, cette dérégulation financière. Aujourd'hui, le premier grand univers de mise en danger de l'état de droit, c'est la dérégulation financière, c'est-à-dire voilà, la sécession. On parlait tout à l'heure de non-consentement à l'impôt, mais le non-consentement à l'impôt, ce n'est pas les individus, hein. Ce sont les grandes multinationales qui pratiquent un sécessionnisme surréaliste et qui fait que, encore aujourd'hui, l'état social est totalement vidé, hein, pillé par une dynamique d'évasion fiscale considérable. Et je prends le mot plutôt, la novlangue bien évidemment adéquate, à savoir d'optimisation fiscale. Bon, tout ça pour dire que je volerai, et pourtant ce n'est pas là ma citation préférée, mais vous savez quand Margaret Thatcher est allée en force pour faire la grande révolution libérale dont nous subissons encore les derniers affres, elle a dit « I want my money back ». Bon, eh bien je dirais qu'il est temps que l'État social se dise également à la régulation mondiale « I want my money back », parce que, de fait, c'est dans cette grande dynamique de récupération aussi des fonds collectifs que nous allons remettre en place ce grand projet d'un État social du XXIe siècle en France et ailleurs. Je vous remercie.